Jusqu'à la prochaine fois, le 7 décembre 2025. Nous sommes au 4e année et c'est le 287e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus. Je vous salue. Pour le rapport quotidien sur la situation Bond 2. Bon, deuxième avant. Nous faisons encore un don pour un véhicule de transport de blessés. Comme les 3 fois précédentes, nous allons collecter des fonds avec l'Ukraine pour Berlin pour un véhicule de transport de blessés. En général, un véhicule de transport sauve jusqu'à 100 vies humaines. Et par le passé, nous avons déjà pu en réaliser une douzaine qui sont toujours en service actif. Et cela dans toute l'Ukraine. Nous voulons sauver des vies, pas les détruire, c'est pourquoi ce don en action spéciale de Noël tombe particulièrement bien en cette période. Comme précédemment, le don individuel le plus important recevra un drapeau War and Tactic signé. Le don va directement à l'association Ukraine pour Berlin et est déductible des impôts. Le lien est, comme d'habitude, en haut de la description de la vidéo. Nous aurions aussi dû avoir le live stream de l'âge aujourd'hui, comme chaque premier dimanche, mais je dois le reporter juste avant Noël car ce n'est pas possible aujourd'hui niveau timing. Chers spectateurs, la prochaine défenestration pourrait être imminente. Vladimir Tchirkin, ex-commandant en chef des forces terrestres russes, a reconnu ouvertement des erreurs du début de la guerre lors d'un entretien avec la chaîne RBC. On a traditionnellement sous-estimé l'Ukraine et surestimé nos propres forces. Le commandement militaire a reçu de fausses images de la situation et pensait qu'une majorité d'Ukrainiens soutiendrait la Russie en cas d'invasion. Tchirkin a également critiqué les services de renseignement, a parlé d'un manque de préparation à la guerre et a rappelé l'attente initiale selon laquelle la campagne serait terminée en quelques jours. Comme explication, il a évoqué un syndrome trompeur de Tiflis issu de la courte guerre contre la Géorgie. Dans le même temps, il a laissé entendre que les pertes réelles en morts et blessés en Russie n'existaient pas. Les communalistes ont commencé à suivre la voie magique car d'Ampflige et 7 les services secrets les fournissaient. Des vœux pieux au lieu d'une clarification solide. La direction s'attendait à une résistance passive, à une durée d'opération courte et à de faibles pertes de son côté. Cela a entraîné des forces trop limitées, l'absence de réserve, des objectifs exagérés, une logistique insuffisante et une structure de commandement qui a cédé sous la pression du temps réel. Les conséquences au dossier sont toujours visibles. La Russie compense ses faiblesses par la quantité, mais pas la qualité. L'armée sacrifie du personnel dans les combats urbains et sous le feu des drones et de l'artillerie, faute de capacité à mener des opérations interarmes. L'espace informationnel reste incertain. Beaucoup de commandants ne peuvent pas se fier aux informations de leurs officiers, et l'état-major général ne peut de toute façon plus se fier aux informations des commandants. Les pertes sont cachées, les erreurs ignorées, son aveu est donc l'incertitude structurelle. Un système qui punit les mauvaises nouvelles produit systématiquement de mauvaises décisions. Pour l'opération en cours, cela signifie la chose suivante. Les succès tactiques resteront toujours vains sur le plan opérationnel sans adaptation structurelle. Sans reconnaissance robuste, planification réaliste des objectifs, constitution de réserves, rotation, gestion des munitions et une gestion honnête des pertes, les avancées restent coûteuses et temporaires. Cela vaut à Pokrovsk tout comme le long de Liman et de Houliapol. Pour Tchirkin, l'interview aura sûrement des conséquences. Le régime accepte la critique seulement si elle sert le système, donc contre autrui. On peut envisager une diminution coordonnée de sa crédibilité, une procédure disciplinaire a posteriori, ou même une disparition silencieuse de la vie publique, jusqu'à une chute soudaine et totalement mystérieuse par la fenêtre. Bien sûr, il est aussi possible de l'utiliser comme bouc émissaire, afin de licencier des décideurs actifs qui ont déjà été critiqués par d'autres blogueurs. Mais comme nous l'avons vu par le passé, la chute par la fenêtre est en réalité très réaliste. Et puisque nous sommes déjà sur le sujet, il y a à nouveau une autre vidéo de plainte. Des soldats russes, tandis de catégorie D, comme Delta, se filment devant une distribution de matériel avant de partir pour la prochaine attaque. Ils portent des béquilles et n'ont pas vraiment l'air motivés, car en même temps, ils se plaignent d'un génocide au sein de l'armée russe, un génocide qui les vise directement. Mais qu'est-ce que c'est exactement, la catégorie D ? Donc il y a la catégorie A, c'est un peu comme à la Bundeswehr.
La catégorie T1 désigne une personne pleinement apte, sans restriction, pouvant servir dans toute unité, y compris les unités d'élite. La catégorie B ressemble à notre T2, apte avec restrictions mineures comme légère scoliose ou pied plat. Il y a aussi la catégorie 5 pour les personnes qui ont de légères restrictions et qui, en temps de paix, seraient normalement réformées, mais qui sont considérées comme suffisamment aptes pour la réserve. En guerre, ils restent considérés aptes. Il y a aussi la catégorie G. Ce sont des personnes temporairement inaptes. Par exemple, cela s'applique si on s'est cassé une jambe lors de l'examen médical. Et si l'on peut évidemment prévoir que cela guérira bien, on est alors ajourné temporairement jusqu'à ce qu'on soit à nouveau examiné. Et on peut alors être reclassé dans l'une des autres catégories. Et puis, il y a encore la catégorie D. Pour inaptes de façon permanente, on peut s'en souvenir ainsi, donc les personnes invalides bénéficient en principe d'une exemption totale du service militaire et de la mobilisation. En raison de maladies graves comme le cancer, la schizophrénie, l'épilepsie, le virus de l'immunodéficience humaine, les maladies vasculaires, ou tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus marcher, comme la plupart de ses collègues ici. Mais c'est ça. Les gens sont encore sacrifiés car chacun peut attirer un drone ukrainien. Ainsi, les chances de rester sains. Et cela reste moins coûteux que de les rapatrier, où ils toucheraient ensuite une aide de l'État pour invalidité. Rappelez-vous toujours comment c'est là-bas. Rappelez-vous comment l'armée russe traite ses soldats. Tout pro-russe ici, et je sais qu'il y en a, devrait souhaiter la fin rapide de cette guerre avant que Poutine ne sacrifie davantage de compatriotes pour quelques mètres de terre. Et tous ceux qui préféreraient de brandir le drapeau blanc lors d'une attaque russe et vivre sous une occupation connaîtront le même sort lors de la prochaine guerre d'agression. Car selon eux, nous valons toujours moins que leurs gens. On le constate aussi avec les brigades étrangères où les Nord-Coréens sacrifiaient encore plus que leurs compatriotes. Aussi difficile que cela paraisse, il faut accepter cette réalité et l'affronter. Ce n'est pas quelque chose, aussi désagréable soit-il, qu'on peut ignorer. Près de Yan Piel, les Russes avancent. La bataille pour la Magen entre dans une nouvelle phase, et Piel est tombé depuis un moment. En effet, la localité se trouve depuis des semaines déjà dans une demi-poche, suite au dernier mouvement en tenaille des Russes. Il me manque encore des géolocalisations dans la localité, ce qui m'empêche de redessiner la zone jaune, ici à l'intérieur de Jean Piel en rouge, là où il y a eu des gains. Côté russe, il y en a, surtout la 169e ici. Une brigade d'assaut est également présente qui veut avancer ici en direction de Liman. Et c'est précisément pour cette raison que je pense que Yampiel est déjà tombé. Il serait illogique qu'ils évitent le village pour attaquer par les champs ouverts, alors que des soldats ukrainiens présents pourraient gêner leur progression. C'est pourquoi, comme dit, je considère le village perdu. Mais en général, je ne note les choses que lorsqu'elles ont déjà été confirmées. Et ici, du côté ukrainien, nous voyons la 115e. Et les 53e et 63e brigades mécanisées d'infanterie. Et bien sûr aussi 2 brigades de défense territoriale. Dans ce cas, la 120e et la 119e. Et oui, la 119e défend la guerre ici à Liman depuis un certain temps déjà. Cela signifie que les Ukrainiens ont renforcé leurs effectifs par rapport à la dernière fois où nous avons examiné cet endroit il y a une semaine. Ce qui est bien sûr très important pour eux, car cet endroit ne doit pas sombrer dans des combats urbains de maison à maison. Ce serait très mauvais pour les Ukrainiens. Ils auraient alors à nouveau besoin de nouvelles forces. Ils auraient un besoin de beaucoup d'efforts logistiques, et d'efforts ici pour arrêter l'attaque russe. En même temps, ils se battent à Pokrovsk, Uliopol et Menorad, ce qui mobilise leurs forces. Cela signifie que pour les Ukrainiens, il serait préférable que cette bataille ici autour de Liman n'ait lieu qu'après la bataille de Pokrovsk, car ils pourraient alors redistribuer leurs forces. Zweite Deutsches Fernsehen. Le blogueur Kriegsforscher rapporte qu'à fin novembre, 2 rares BTR 70M et un BTR 82A ont été détruits dans sa zone. Les Russes ont profité du mauvais temps pour lancer une offensive, mais ils ont perdu leur orientation selon ses propos. Pendant le combat, son unité a neutralisé un char de protection et mis hors de combat 6 soldats d'assaut. C'est intéressant car on observe encore ici des forces mécanisées sur le champ de bataille. Les Russes ont aussi installé une protection de toit improvisée pour stopper les attaques d'en haut. Ce n'est pas mauvais. Cependant, tous les autres côtés du véhicule sont restés ouverts. C'est peut-être possible avec un char puisqu'il possède lui-même un blindage plus épais, mais pas avec un BTR. Le problème avec le nouveau BTR, comme par exemple le 82, c'est simplement que le blindage peut souvent être percé, même par une mitrailleuse lourde. Je pense de mémoire qu'à l'endroit le plus épais, il faisait 16 mm.
Bien sûr, cela n'arrêtera jamais un drone, c'est pourquoi il est imprudent de ne pas renforcer les autres côtés. Peut-être manquèrent-ils de matériel ou se sentirent-ils assez en sécurité derrière ce blindage mince. Les médias russes annoncent qu'un transformateur électrique a été touché à Belgorod. Apparemment, une bombe lourde d'environ 500 kg lors d'explosifs a été larguée accidentellement et a touché le bâtiment. L'électricité a été coupée en centre-ville. Des habitants rapportent qu'il n'y a pas eu d'alerte aérienne. Seulement le grondement d'un avion à réaction juste avant l'explosion. À ma connaissance, les Ukrainiens n'ont pas mené de raid aérien ici. Il est aussi peu probable qu'ils volent en avion de chasse jusqu'à Belgorod, pourtant bien protégé. Jusqu'à présent, tout indique donc un tir ami russe. Ces incidents se multiplient depuis des mois, surtout près de Belgorod, où des avions de chasse larguent souvent des bombes planantes loin du front. Il arrive souvent que des bombes tombent accidentellement sur leur village. Je pense que si c'en était encore un ici, ce serait le 7e ou 8e en 15 mois. Des restes de roquettes ou des armes défectueuses y ont aussi été signalés à plusieurs reprises. Le schéma est donc connu. L'agitation opérationnelle, la forte densité d'engagement et les problèmes liés aux munitions entraînent tout simplement des tirs amis en milieu urbain. De même, en Russie, les vétérans gravement blessés deviennent la cible d'escrocs immobiliers dès qu'ils reçoivent leur assurance ou leur indemnisation. Veulent investir leurs indemnités dans un logement. Le cas de Roman, 23 ans amputé pendant la guerre d'agression contre l'Ukraine, illustre le modèle perfide de la grand-mère. Un appartement est vendu alors qu'il est légalement lié à une propriétaire très âgée et les proches peuvent donc contester l'achat par la suite. Roman et d'autres acheteurs peuvent ainsi perdre appartement et argent. Sa procédure est en cours, mais ces litiges aboutissent rarement en faveur des victimes. Le résultat est d'autant plus cynique. Un jeune soldat grièvement blessé, que l'État présente comme un héros, risque de se retrouver sans logement et sans indemnisation. Un système basé sur la cupidité, les failles et l'absence de protection exploite les victimes sans conséquence. Imaginez cela. J'ai longtemps cru que les fleuristes profitaient le plus de la guerre d'agression. Ou les femmes qui, juste avant que quelqu'un soit mobilisé ou qu'il s'engage pour la guerre, épousent cette personne, attendent l'argent, puis épousent simplement le prochain qui veut s'engager pour l'opération spéciale. Mais il semble qu'il y ait beaucoup d'autres niches où cela est tout aussi rentable. Un remerciement particulier aux membres de la chaîne Algo Crew et au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie comme toujours de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, et à la prochaine mise à jour de la situation.